Bonjour à tous. Je vais prendre un temps relativement court pour vous parler un petit peu de la vision de l'ADEME sur les sujets du chanvre, en essayant d'être suffisamment exhaustif. Donc, je suis au sein de la direction bioéconomie et plus particulièrement dans une cellule qui s'occupe des produits biosourcés. Et donc, évidemment, on regarde beaucoup de projets sur le chanvre. Je vais d'abord parler un petit peu du contexte général sur les produits biosourcés. Donc, ces chiffres, ils sont issus d'une étude de marché qu'on a faite, qui est parue l'année dernière, qui développe un peu les différents marchés des produits biosourcés et sur lesquels on peut voir qu'aujourd'hui, de manière générale, les produits biosourcés, je viendrai ensuite au chanvre, ont une place de plus en plus importante dans l'économie. On est à 5% en volume et 10% en chiffre d'affaires. Donc, on n'est plus sur des marchés de niche, mais plutôt sur des marchés qui commencent à prendre de l'ampleur, en particulier sur la cosmétique, l'hygiène dont on vient de parler, mais aussi le bâtiment ou encore la chimie. Ici, vous avez aussi le textile, où on n'a pas mis la fibre de coton, qui nous intéresse moins, mais simplement le lin et le chanvre, où là aussi, il y a une place qui augmente petit à petit. Ce que ça montre aussi, ces chiffres, c'est qu'il y a toujours un premium biosourcé. Donc, la part en valeur est supérieure à la part en volume. Et donc, on a bien un coût qui est supérieur. Et je reviendrai sur ce sujet-là aussi. Et enfin, un dernier chiffre, c'est qu'on a mis en avant aussi le potentiel de substitution de carbone fossile permis par ces produits biosourcés. À chaque fois qu'on utilise un produit biosourcé, on va utiliser des atomes de carbone qui viennent du végétal au lieu de prendre des atomes de carbone, souvent qui viennent du fossile. Et donc cet atout-là, il est aussi intéressant et ça commence à représenter des volumes qui ne sont plus négligeables. Donc c'est évidemment intéressant pour des questions de souveraineté et d'environnement. Alors le chanvre, il est présent sur bon nombre de ces marchés. Et donc ça, c'est un atout pour la filière, je pense, parce qu'il y a une diversité de marchés qui permet à la filière d'être plus résiliente économiquement. Et ça, c'est extrêmement important. Donc continuer à développer l'ensemble de ces marchés. L'autre intérêt aussi, c'est que quand on soutient la filière chanvre, on soutient derrière des applications sur beaucoup de marchés en aval. Donc on a des effets qui sont décuplés de ce point de vue-là. Juste dans cette étude de marché, il y a aussi beaucoup de fiches. Il y a des fiches sur chacun de ces marchés qui sont très détaillées, donc n'hésitez pas à aller la consulter. J'ai mis le lien en fin de présentation. Maintenant, j'ai donné quelques grands messages qu'on donne sur les produits biosourcés, puis je vais les appliquer au chanvre. Le premier, c'est que globalement, on est dans un contexte favorable où on s'intéresse de plus en plus aux produits biosourcés. Néanmoins, le risque dans le vent lequel on est, c'est si on ne lie pas ça à la sobriété, c'est juste de rajouter les produits biosourcés au reste. Là, je vous ai mis, par exemple, ce qui se passe sur les plastiques. Donc, on a une augmentation très forte de l'usage des plastiques fossiles. Et par-dessus, on a un peu de plastique biosourcé qui vient s'ajouter. Alors, est-ce qu'ils viennent en substitution de plastique fossile ou est-ce qu'ils viennent en supplément? Bon, c'est difficile à dire, sûrement un peu des deux. Mais ce qui est sûr, c'est que ce graphique, il montre que clairement, on n'est pas dans une démarche de sobriété vis-à-vis de l'usage des plastiques. On utilise de plus en plus de plastique, alors qu'on est quand même en train plutôt de dire qu'il faudrait faire l'inverse. Donc, dans vos développements d'applications, essayez de privilégier ce qui substitue à l'existant. Et globalement, dans ce qu'on a vu dans la filière chanvre, vous êtes dans des démarches plutôt de substitution. Mais il y a aussi peut-être une autre réflexion à avoir, c'est l'économie de la fonctionnalité. Donc, c'est de regarder aussi comment passer du produit au service. Alors, un bon exemple, et qui peut vous être utile, qui est volontairement très simpliste. Mais si on prend le cas d'un jean en chanvre, par exemple. Donc, un jean en chanvre, vous avez un prix... je fais une toute petite digression sur cette question de la fonctionnalité. Un jean en chanvre, vous avez un prix qui va être globalement plus cher qu'un jean en coton, de manière générale. Mais si vous regardez les intérêts et la qualité du jean en chanvre lié à la fibre de chanvre, qui est quand même beaucoup plus robuste et durable qu'une fibre de coton, le jean en chanvre va globalement durer bien plus longtemps, a priori, qu'un jean en coton. Alors, il faudrait le vérifier avec des études, etc. Mais globalement, on peut penser ça. Et donc, votre prix à l'année, le prix à l'année du service que vous rendez, qui est de porter un jean, en fait, pour le jean en chanvre, il est probablement inférieur au jean en coton. Mais si on continue à vendre des jeans dans des magasins de vêtements,
le prix affiché sera lui toujours supérieur. Et donc c'est l'intérêt de passer à l'économie de fonctionnalité, c'est que vous allez, au lieu de vendre un jean en chambre, un produit, vous allez vendre le fait de porter un jean. Alors, ça marche très mal sur les jeans, mais imaginez ça pour une entreprise qui veut des vêtements textiles techniques, qui va devoir s'habiller et qui va faire des marchés régulièrement pour renouveler ses vêtements techniques. Peut-être qu'elle sera intéressée pour, au lieu d'avoir une commande groupée de vêtements neufs, d'avoir un service qui est que ces opérateurs soient équipés de vêtements qui sont le plus robustes. Et avec une fibre de qualité robuste, vous avez un énorme avantage qui, en plus, remet le prix à sa juste place et qui vous permet d'être bien plus compétitif. Donc ça, c'est un exemple d'intérêt de l'économie de fonctionnalité. On pourrait développer davantage. Il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup aussi à chercher de ce côté-là. L'autre message, et qu'on passe souvent au sein de la direction bioéconomie, c'est que la biomasse, elle est limitée. Donc, on a forcément une quantité de biomasse alors qui se renouvelle. Donc, on a peut-être parfois une impression que la biomasse est illimitée, mais de fait, on a une surface agricole et une surface forestière qui sont limitées, avec des capacités de production sans épuiser les sols qui sont limitées. Donc, il faut le prendre en compte. Donc, on plaide évidemment à l'ADEME pour diversifier les ressources, tout simplement parce qu'il y a une question de résilience face au changement climatique. On ne sait pas demain quelles sont les ressources qui vont être le plus affectées par le changement climatique. Par contre, on sait que si on s'intéresse qu'à quelques cultures agricoles et quelques cultures sylvicoles, forcément, on est moins robuste. Juste un petit chiffre sur le sujet. Actuellement, 75% des terres cultivées, c'est 5 espèces agricoles. Donc, globalement, l'économie agricole repose beaucoup sur juste 5 espèces. Et en sylviculture, dans les forêts, c'est pareil, c'est 5 essences. Donc, diversifier aujourd'hui, c'est primordial pour des notions de résilience et de souveraineté. Donc là, évidemment, le chanvre, c'est une bonne alternative, mais il faut aussi, dans cette idée, justement, regarder cette question de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique. Et là, je pense qu'il y a aussi des travaux à faire dans le chanvre. Globalement, on est sur une culture qui est quand même plutôt robuste par rapport aux conditions qu'on imagine demain du dérèglement climatique, mais il y a certainement aussi quand même des travaux à faire sur le sujet, et je sais que la filière travaille sur le sujet, donc il faut continuer. Alors, autre message que je voulais passer, c'est sur la communication. Parce que le chanvre a beaucoup de vertus, et donc il y a beaucoup de communication positive sur le chanvre, mais parfois ça va un petit peu trop loin. Alors déjà, il y a beaucoup de confusion dans la communication sur les matériaux biosourcés, parce qu'il y a beaucoup de termes différents, il y a biodégradable, naturel, bio, non toxique. Alors les cosmétiques, c'est un exemple où, par exemple, on utilise le mot naturel, et pour le coup dans les cosmétiques, c'est assez bien défini, mais parfois pour le grand public, ça peut être un peu trompeur. Et ce mot naturel, il est parfois utilisé ailleurs, là où c'est moins réglementé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est biosourcé, on n'a pas forcément un impact environnemental réduit. Généralement, ça va être le cas, mais ce qu'il faut faire pour s'en assurer, c'est une analyse de cycle de vie. Quand on a des résultats vraiment précis, là, on va pouvoir affirmer des choses. Mais sans ça, on surfe sur un mot qui, effectivement, globalement, est bien perçu par les Français. Et donc, je vous conseille d'avoir une communication la plus claire et transparente possible, de ne pas utiliser le terme biosourcé, par exemple, s'il n'y a que quelques pourcents de produits biosourcés dans vos produits. Alors, pour le chanvre, je pense que la majorité des produits intègrent une majorité de chanvre, donc on n'est pas face à ça, mais il y a quand même une vigilance à avoir. Et aussi un point, là je vais insister un petit peu, c'est il n'y a pas d'impact carbone négatif, ça n'existe pas. Donc je l'ai encore vu là dans une communication sur le chanvre très récemment, je crois que c'était vendredi dernier, sur l'arme béton, sur les produits de construction à base de chanvre, où on y a indiqué que c'était carbone négatif. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et surtout, c'est interdit de dire que c'est négatif en carbone. Même si vos produits chanvre effectivement stockent du carbone, parce que la plante va être intégrée dans un produit qui, lui, va avoir une durée de vie, et même si dans le bâtiment, effectivement, ce produit peut avoir une durée de vie longue, on n'est pas dans un cas de carbone négatif. Mais j'y reviendrai. Donc, par exemple, j'insiste sur ce point. Par exemple, sur le site de la Commission européenne, autre exemple de communication, j'ai dit inexact pour rester poli, on voit que les bénéfices du chanvre... Alors, par contre, bravo pour le lobby, au passage. On voit que le stockage carbone sur le chanvre
il est indiqué qu'un hectare de chanvre séquestre 9 à 15 tonnes de CO2. Bon, je pense que vous avez vu plus tôt dans la matinée que ce n'était pas le cas. Et là, on mélange allègrement plein de notions. Alors, la séquestration, hein, ça marche pas pour un champ de chanvre. Le chanvre va absorber du carbone atmosphérique dans sa biomasse, et ensuite, on va pouvoir utiliser cette biomasse pour faire des produits. D'accord ? Mais là, il s'agit de stockage. Il peut y avoir séquestration, c'est le cas de la forêt. Pour une plante annuelle, c'est si on enrichit les sols en carbone. Voilà. Donc c'est le cas pour le chanvre, hein. Il y a des études qui le montrent, mais certainement pas 9 à 15 tonnes par hectare. Ou alors ça veut dire que vous cultivez votre champ de chanvre et à mon avis, vous laissez tout. Vous ramassez rien et tout va en retour au sol. D'accord ? Donc il faut être vraiment assez précautionneux parce que dans les termes, on peut vite se tromper. Et vous voyez que même l'Union européenne est capable de se tromper sur son site internet. Donc voilà, il faut être particulièrement vigilant. Et je trouve ça dommage en plus parce que dans le cas du chanvre, il y a tellement d'autres qualités que c'est pas la peine d'en rajouter en fait et de mettre des choses qui sont inexactes parce que ça va revenir dans comme un boomerang à la filière. Il y a des sornettes qui sont indiquées, alors qu'en fait, il y a énormément de qualités sans ça, donc pas la peine d'en rajouter. Un autre exemple, hein, c'est voilà, cette question du bilan carbone négatif. Donc je vous ai remis juste ce que dit la loi. Et je prends juste le deuxième exemple. Quand on veut indiquer qu'on est neutre en carbone, de base, c'est interdit sur les emballages et les publicités, sauf si vous avez un rapport de synthèse qui est public, avec le bilan des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie, la trajectoire prévue de réduction des émissions, les modalités de compensation carbone résiduelle. Donc, il faut quelque chose quand même d'assez sérieux pour pouvoir affirmer qu'on est neutre en carbone. Ça ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigts. Donc, voilà, ça c'est un exemple de ce que demande la loi, simplement de la rigueur et de la transparence, c'est-à-dire des informations qui sont vraiment étayées et qui sont publiques. Voilà, alors... Et donc, pourquoi la conclusion de ça, c'est qu'il faut bien comprendre que dès lors qu'on fait un produit, il y a un impact sur l'environnement. Donc déjà, je vous conseille de faire que des produits qui sont utiles, parce que évidemment, on veut limiter l'impact sur l'environnement, donc faire des choses inutiles, bah, évidemment, c'est la première chose à éviter. Il faut faire des évaluations environnementales, et puis ensuite, il y a 2 points sur lesquels, sur les produits biosourcés, il faut faire particulièrement attention, c'est la fin de vie. Et là, j'ai parlé de filière de recyclage, mais on pourrait parler de filière de valorisation. Donc, il faut travailler ce point-là. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a fait un produit en tant qu'industriel qu'ensuite, il faut se poser vraiment la question de qu'est-ce qui va advenir de ce produit en fin de vie. On a parlé, par exemple, d'écotoxicité. Quel peut être l'impact des produits cosmétiques une fois qu'ils vont être lessivés, qu'ils vont partir dans les eaux, hein. Ça, c'est une vraie question. Quel impact ça peut avoir sur les écosystèmes ? Il ne faut pas partir du principe que ça, a priori, comme c'est naturel, ça n'a pas d'impact. Ça peut, évidemment. Les meilleurs poisons sont dans la nature. Et il y a la question des transferts d'impact. Alors, j'ai mis un gros mot. Normalement, je ne mets pas d'acronyme. CAS, changement d'affectation des sols. Donc ça aussi, c'est une question à regarder. Est-ce que quand on utilise une matière, on ne vient pas finalement déplacer le problème, hein, c'est l'exemple classique, c'est sur la filière soja. On vient en supprimant des surfaces, on va par effet de bord, on va aller par exemple prendre du soja dans d'autres pays et donc finalement déforester en Amazonie là où on aurait pu finalement prendre des protéines en France. Voilà. La biodiversité ou les ressources en eau. Alors globalement ça c'est pareil, hein, le chanvre il a de très bonnes réponses là-dessus. Donc encore une fois, simplement il faut être vigilant. Et puis le dernier point sur lequel j'insisterai, c'est sur la solution de référence. Alors souvent, et on a tendance à le faire sur le bâtiment que je connais mieux, mais on va comparer la solution à une autre. Et donc par exemple, sur un produit de construction, on va comparer au béton ou à un autre matériau, en général le pire. Bon. Faites preuve là aussi de transparence et d'humilité. Comparez-vous aussi au meilleur. Pour 2 raisons. Déjà parce que ça vous permet de mieux savoir comment vous êtes positionné sur le marché. C'est-à-dire, bien sûr, les produits en chanvre sont meilleurs que d'autres produits, mais aussi de savoir que peut-être il y a encore des axes d'amélioration, parce que sur le marché, il y a aussi d'autres qui sont meilleurs, peut-être encore meilleurs que chanvre, ou en tout cas, qui peuvent être similaires. Et donc, ça vous permet de mieux connaître votre concurrence. Et le deuxième point, c'est faire preuve de transparence. Et donc, la conclusion de tout ça, ça c'est un message qu'on dit à peu près à chaque fois à l'ADEME, je suis désolé, vous l'avez sûrement déjà entendu de notre part, c'est qu'il faut faire de l'éco-conception et même
sur des produits qui intègrent du chanvre, parce que évidemment, vous avez un sourcing qui est plutôt vertueux. Vous partez d'une matière qui a plein de qualités, mais il y a certainement encore plein d'autres choses à faire pour améliorer votre produit. Et améliorer votre produit, c'est pas diminuer son impact sur l'environnement, c'est surtout mieux le positionner d'un point de vue concurrentiel. Et ça qui est aussi qu'il faut comprendre. Ça va de pair maintenant. Et je terminerai, voilà, donc là ça c'était la partie plus des messages ADEME classiques, et je terminerai par une carte. Alors ça répond à la question du départ, parce que de manière un peu impertinente, j'avais mis le chanvre, solution pour une transition écologique avec un point d'interrogation. Bon, à l'ADEME, on soutient quand même beaucoup de projets sur le chanvre, et donc la conclusion, c'est qu'on pense plutôt que c'est une très bonne solution dans un système agricole qui va aussi modifier d'autres aspects de son fonctionnement. Donc on a beaucoup de projets, globalement, qui sont des projets soit d'installation de filière, soit d'industrialisation, soit de recherche et développement. Ça, c'est un petit panorama qui est probablement pas exhaustif, mais j'ai essayé de le faire le plus complet possible, des projets qui ont été accompagnés ces 5 dernières années. Donc après, si vous voulez en savoir plus, vous venez me voir. Et je n'ai pas localisé les projets de R&D parce que c'est des projets multipartenariaux. Donc évidemment, ils ont des acteurs différents sur le sujet. Et donc, sur 5 ans, l'estimation, c'est aux alentours de 18 millions d'euros qui ont été alloués à la filière. Donc, il y a quand même un soutien des pouvoirs publics au travers des aides qu'on distribue à l'ADEME. Il faudrait faire le même travail avec d'autres financeurs, comme la Banque publique d'investissement, par exemple, pour avoir une vision vraiment exhaustive. Mais il y a quand même un soutien. Et j'en ai terminé là. J'ai mis quelques références que vous pouvez consulter. Et puis, je reste disponible s'il y a du temps pour des questions.